Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, de reportage et d'expertise sur Public Sénat 90 minutes pour donner du sens à l'actualité, vous proposer des clés de compréhension des mutations de notre société. Et voici le sommaire de ce 6 décembre. La loi sur l'immigration, la réforme des retraites, deux textes sur lesquels le gouvernement avance aujourd'hui, deux réformes pour lesquelles il aura besoin des voix des parlementaires LR. Mais font-ils ce cadeau à Emmanuel Macron? Comment Elisabeth Borne, venue de la gauche, porte-t-elle ces lois qui penchent à droite? Ce sera notre débat d'actu dans une minute. Et puis dans 3 quarts d'heure, c'est un débat de société que je vous propose. Faut-il rendre l'uniforme obligatoire à l'école? Je trouve que c'est un bon outil d'égalité entre les enfants, que ça leur permet d'être tous pareils, de ne pas être discriminés par les vêtements, les chaussures, ce genre de choses. Et c'est bien de leur apprendre ça dès le primaire. Une tenue scolaire pour lutter contre le harcèlement, pour défendre la laïcité, disent ceux qui défendent cette idée. Les autres parlent d'une fausse tradition française et d'un projet qui masque des réformes urgentes pour l'avenir de nos enfants. Ne ratez pas l'analyse et la confrontation de nos experts tout à l'heure. Mais d'abord donc ce projet de loi sur l'immigration présenté à l'Assemblée pour un premier débat sans vote. Le contenu, les réactions avec Fabien Recker. Expulser davantage les personnes en situation irrégulière, tout en intégrant mieux les travailleurs étrangers. Avec son projet de loi sur l'immigration, le gouvernement tente un grand écart. Accueillir ceux qui veulent s'intégrer, leur donner une vie administrative normale, qu'ils puissent éduquer leurs enfants dans des conditions acceptables dans la République, qu'ils puissent aussi bien comprendre que s'ils travaillent en France, s'ils parlent français, ils seront intégrés. S'ils commettent des actes de délinquance, ils seront expulsés. On veut ceux qui bossent, on ne veut pas ceux qui rapinent. L'exécutif veut notamment rendre plus efficaces les obligations de quitter le territoire français, les fameuses OQTF. À ce jour, la France en exécute moins de 10%. Le projet de loi devrait réduire drastiquement les recours possibles une fois qu'une OQTF a été prononcée. Une politique plus répressive, déjà critiquée par la gauche, qui juge inapplicable un durcissement des OQTF. Si l'asile est refusé avant même tout recours, on devient OQTF, donc obligation de quitter le territoire français. Mais il n'y a rien qui permet d'assurer qu'on va pouvoir mieux les appliquer. Donc on rend le droit plus répressif et en même temps on n'a pas les moyens d'appliquer encore mieux que ce qu'on fait maintenant. Donc en fait je ne comprends pas la démarche. Est-ce qu'il ne faut pas faire en fait un vrai accueil ici des migrants pour se dire comme ça on va arriver à les intégrer et on n'aura pas autant de QTF et on n'aura pas les mêmes problèmes. Mais le gouvernement veut aussi tendre la main aux travailleurs sans papier et promet de délivrer des titres de séjour d'1 an renouvelables aux étrangers qui travaillent dans les métiers en tension comme la restauration, les métiers de la propreté ou encore le BTP. Ces régularisations seront soumises à des critères, a prévenu Gérald Darmanin, comme l'âge, l'ancienneté sur le territoire ou même des quotas. Ce sera aux parlementaires de trancher. La droite dénonce déjà un risque de régularisation massive. Qu'on ne laisse pas croire à des tas de personnes que demain elles seront régularisées et à d'autres qu'elles peuvent venir et qu'un jour ou l'autre on les régularisera. C'est ça l'enjeu. Donc c'est de regarder les situations vraiment particulières et à ce moment-là, on peut effectivement apporter des régularisations dans des cas précis de métiers en tension, de gens peut-être qui sont sur le territoire depuis longtemps, mais en aucun cas une régularisation massive. Ça, c'est absolument à proscrire. Le projet du gouvernement devrait également mettre l'accent sur l'apprentissage du français en conditionnant l'obtention d'un titre de séjour à un examen de maîtrise de la langue française. Il s'agit du 29e projet de loi sur l'immigration depuis 1980. Et c'est un débat 100% politique que je vous propose pour démarrer ce Sens Public. On parlera des retraites, des cabinets de conseil dans un instant. Et donc, on commence sur ce projet de loi immigration. Mes invités, Laure Salvin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes directrice générale de Kantar Public. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Fondateur, directeur d'Atlantico. Pablo Pio-Vivien, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Regard. Et Guillaume Darey, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Guillaume, éditorialiste politique. Merci. Vous remplacez Laetitia Krupa pendant les 2 semaines. Elle J'espère nous que je vais y reviendra. arriver. Oh bah, ça, je n'en doute pas, elle nous reviendra au mois de janvier et on lui fait un coucou. Laure Salvin, en ces temps d'inflation, de crise énergétique, de reprise de l'épidémie, est-ce que l'immigration reste une préoccupation majeure des Français? Où est-ce qu'elle se situe d'ailleurs dans ces préoccupations? Alors, l'immigration, elle est depuis plusieurs mois à peu près au 10e rang des préoccupations des Français. Alors effectivement, c'est pas dans les 3 premières préoccupations, comme vous le disiez. Les premières préoccupations, c'est la santé, le pouvoir d'achat, l'inflation et évidemment la hausse des prix. Donc le sujet de l'immigration, c'est quelque chose qui depuis
en revanche, 3-4 ans, monte dans l'opinion. Il y a 3-4 ans, vous voyez, c'était 10 points en dessous des préoccupations d'aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui bouge dans l'opinion et surtout qui est très différent en fonction de la classe d'âge, c'est-à-dire que plus on est âgé, plus c'est quelque chose qui préoccupe les citoyens français, de la sympathie partisane également. Vous avez les sympathisants, les Républicains et Rassemblement national pour qui c'est la 5e préoccupation. Donc c'est pas la 10e, ça arrive à la 5e. Et puis l'agglomération parisienne aussi, pour qui c'est une préoccupation beaucoup plus importante que la province. Donc vous voyez qu'il y a aussi des disparités là-dessus. Mais moi, ce qui m'a marqué dans les dernières données d'opinion qu'on a pu voir ces temps derniers, c'est qu'une très grande majorité de Français, 8 Français sur 10, considèrent qu'on ne peut pas parler d'immigration de façon sereine. Et alors ça, c'est quand même assez marquant, c'est-à-dire ce sentiment que finalement, quand on va parler de ce sujet-là, il va y avoir des tensions, des oppositions, et que c'est difficile d'avoir une opinion très tranchée, ou en tout cas d'en parler de façon très sereine. Voilà, c'est un sujet effectivement complexe. Oui, et Jean-Sébastien Ferjou, c'est effectivement très intéressant parce qu'on peut se dire que le terrain est un peu miné pour le gouvernement sur une thématique comme celle-là. Pourtant, il y a eu cette volonté. La première présentation, elle est faite par 2 ministres, par le ministre de l'Intérieur et par le ministre du Travail. Il y a cette espèce d'en même temps macroniste qui veut s'appliquer à la thématique de l'immigration. Est-ce que cette loi, telle qu'elle est proposée pour l'instant, vous la trouvez équilibrée ou faussement équilibrée ? Je crois qu'elle passe largement à côté des véritables sujets. Moi, ça ne me paraît pas du tout absurde que 2 ministres la présentent, dans la mesure où il y a le contrôle des flux migratoires d'un côté, et après, il y a l'intégration des immigrés, soit qui arrivent en France, soit de ceux qui sont déjà présents. Et évidemment que ça concerne notamment leur intégration sur le marché du travail. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a rien à redire. Mais les verrous politique, juridique, intellectuelle même aussi, qui participe d'ailleurs du fait que les Français ont l'impression qu'on ne puisse pas avoir de débat serein. Non, je ne vois pas en quoi cette loi va les lever. Aussi longtemps que la France ne retrouvera pas en quelque sorte sa souveraineté juridique, nous serons pris dans une hiérarchie des normes qui fait que de toute façon, il est très difficile d'expulser et que c'est très paradoxal l'immigration, parce que ça ne relève pas à proprement parler de l'Union européenne, sauf que nous sommes dans un espace de circulation commun. Donc chaque État a ses politiques nationales. Chaque État a sa vision nationale, avec des visions profondément différentes, entre l'Est et l'Ouest de l'Europe notamment. Mais ensuite, comme je vous le disais, c'est quand même l'espace Schengen. Donc aussi longtemps qu'on reste de toute façon, pour le coup, ça n'est pas un entre-deux, ou alors un entre-deux chaises ou entre plusieurs chaises, rien ne pourra avancer. Et cette loi-là ne gère pas ce point-là. Ouais. Sur un point précis, Pablo Pio-Vivien, le chef Thierry Marx, qui est devenu le président du principal syndicat patronal de l'hôtellerie et restauration, il appelle à une régularisation des salariés étrangers du secteur. Vous dites quoi ? Vous dites bravo ? Vous dites enfin ? Oui, je dis bravo. Et d'ailleurs, c'est à peu près ce que propose le gouvernement. Enfin, je veux dire, quand on écoute Olivier Dussopt et Gérald Darmanin, c'est ce qu'ils proposent. Moi, ce qui m'ennuie, d'ailleurs, j'y suis tout à fait favorable, comme pratiquement toute la gauche réunie. Il y a juste un problème, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que Gérald Darmanin, en fait, il joue sur un double tableau. C'est-à-dire qu'il dit, oui, effectivement, ceux qui travaillent, on va les intégrer, mais ceux qui, en gros, n'ont pas de contrat de travail, ceux-là, on va les renvoyer. Ceux qui rapinent, c'est le terme qui est employé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en plus, il contrevient à une directive qui avait pourtant été donnée par Elisabeth Borne. Je ne sais pas si elle s'adressait spécifiquement à Gérald Darmanin lorsqu'elle l'avait dit, mais elle avait dit, attention, il ne faut pas confondre, on ne peut pas systématiquement faire l'amalgame entre immigration et délinquance, ce que fait précisément dès le lendemain ou le surlendemain Gérald Darmanin dans la matinale où vous l'avez cité tout à l'heure. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien exactement sur quel pied danse ce gouvernement. Est-ce que, moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'ils font comme d'habitude, ou plutôt Gérald Darmanin fait à peu près comme il fait tout le temps, c'est-à-dire qu'il divise, c'est-à-dire qu'il veut toujours trier le bon grain de livret, au lieu de dire, voilà, on va régulariser les travailleurs sans papier, point, parce que ils sont dans une situation qui est intenable et qui n'est pas juste. Il rajoute derrière, mais on va quand même donner un peu donner le point en gros à la droite des macronistes, voire à la droite de l'échiquier politique tout court et à l'extrême droite, en disant on va renforcer les reconduites à la frontière, on va renforcer les expulsions et on va virer en gros tous ceux qui n'ont pas. Mais juste la question, à mon avis, importante que pose ce débat aujourd'hui, c'est au fond, qu'est-ce qui fonde l'appartenance à
la France, à la nation française. Et Gérald Darmanin répond, c'est le travail. Moi, je suis désolé, mais je pense que c'est une définition à très courte vue, très, très réductrice en fait de ce qu'est la France. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne travaillent pas et qui pourtant sont français. Il y a plein de gens qui sont sur le territoire français et qui sont immigrés, par exemple, parce qu'ils ont des enfants français ou je ne sais quoi, et qui ont tout à fait légitime. Et il y a aussi le respect des lois françaises. Gérald Darmanin, il était encore à l'Assemblée tout à l'heure. Dernière déclaration en cette fin d'après-midi. Trop de règles spécifiquement françaises empêchent d'expulser les criminels étrangers présents sur notre sol. Il dit, nous vous proposerons dans ce texte de loi de ne plus nous censurer et de laisser au juge le soin de mesurer si la vie privée et familiale et le droit au séjour sont compatibles avec des actes de grave délinquance. Là, il parle du respect des lois françaises. Oui, c'est pas seulement la question de la valeur travail. J'entends tout à fait, et le problème, et vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, le problème que cible Gérald Darmanin, c'est seulement 10% d'OQTF qui vont jusqu'au bout, en gros, qui aboutissent à une expulsion. Et il se concentre là-dessus. Mais ce qu'il ne comprend pas, en fait, c'est que si ces OQTF ne vont pas jusqu'au bout, c'est parce que, précisément, il y a des règles de droit, des recours, il y a des discussions, en fait, entre les différentes juridictions qui font il est en train de nous dire qu'elles sont trop compliquées. Mais il va falloir les simplifier. Mais bonne chance à lui, parce que le problème, c'est qu'on a aussi signé des chartes, on est à l'ONU, on est à la Cour européenne des droits de l'homme, et que notre appartenance à ce genre de juridiction fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le droit. Jean-Sébastien, un mot là-dessus. Ça vous intéresse, mais ça vous intéresse moins quand il s'agit de libre-échange ou de concurrence. Comme quoi, c'est toujours chacun voit midi à sa porte en matière de droit européen ou de hiérarchie des normes. Mais c'est exactement ce que je vous disais. Aussi longtemps que de toute façon, on n'aura pas géré cette problématique de souveraineté juridique de la France, rien ne pourra avancer. Mais je crois que Gérald Darmanin tombe dans un piège. C'est un piège intellectuel de dire il faut expulser les étrangers en situation irrégulière et criminelle. Parce que de toute façon, derrière ça, il y a une question de fond, une question théorique que personne ne pourra éviter, encore moins quand on regarde les défis démographiques, notamment en Afrique. La population africaine devrait être multipliée au moins par 3 d'ici la fin du siècle dernier. C'est jusqu'où l'Europe, alors la France, puisque nous sommes français, peut-elle accueillir? Parce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'être français? Ou sommes-nous capables de leur donner un travail? Mais cette question-là, au moins d'un point de vue théorique, et c'est là-dessus aussi où je pense, et ce que vous disiez tout à l'heure, que les Français se sentent dépossédés de leur débat par le type d'argument que vient de nous livrer là, c'est une question culturelle, ça rejoint cette question-là, à quel point la culture française peut-elle bouleverser par... Mais c'est au-delà de la culture française, ça concerne la France, mais ça concerne, je pense, toutes les démocraties. Il ne peut pas y avoir de liberté sans frontières et il ne peut pas y avoir de liberté sans responsabilité et adhésion à un socle de valeurs communes. S'il n'y a pas de frontières, vous voyez bien que c'est un environnement de communauté où règne la loi du plus fort et ou de la communauté la plus agressive ou la plus forte. Et même chose, si vous avez des gens qui s'installent là uniquement parce qu'on considère qu'ils sont tous interchangeables et que finalement ils n'ont qu'à travailler dans des usines à des mauvais salaires parce qu'on n'a qu'à appliquer le modèle asiatique sur notre propre territoire, vous voyez bien que ces questions-là, il faudra les trancher de toute façon. On a entendu réduire la question à la question de la délinquance, à mon avis, c'est un piège absolu. C'est ce que dit l'ancien patron de la DGSE dans une expression qu'il a fait, je crois, devant l'Amicale Gaulliste, qui a été reprise aujourd'hui et publiée par nos confrères du Figaro, dans lequel il explique toute cette démarche. Mais derrière le débat, on sent qu'il y a, quand vous échangez avec l'entourage de Gérald Darmanin, il y a aussi la dimension politique d'essayer de lutter, dit-il, en tout cas c'est ce qu'il revendique, comme une forme d'impuissance du pouvoir politique. Il dit en gros, y compris du côté du président de la République, ce qu'on reproche à tous les chefs d'État depuis 30 ans, c'est de donner le sentiment que, y compris le président de la République, ne peut plus rien faire et n'agit plus sur rien. C'est notamment le discours de Marine Le Pen, encore aujourd'hui notamment. Ou aujourd'hui, par exemple, de Laurent Wauquiez, quand on sait qu'il travaille sur son futur projet présidentiel, c'est quelque chose qu'il veut porter. Donc derrière le projet, et derrière les mots extrêmement forts de Gérald Darmanin, il y a aussi cette volonté de dire, regardez, on peut encore faire bouger les choses. Il y a aussi une volonté d'Emmanuel Macron de ne pas apparaître, ou en tout cas d'essayer de convaincre les gens qu'il n'a pas la naïveté qu'on peut lui prétendre sur cette question-là, parce que c'est quand même l'un des points faibles du chef de l'État depuis le début de son premier mandat. Mais c'est vrai que quand on regarde dans le détail de ce texte-là, on l'a entendu dans la majorité sénatoriale ici et chez les Républicains à l'Assemblée nationale, l'un des points de faiblesse, c'est quand même notamment la volonté d'inscription au fichier des personnes recherchées. On sait que c'est plus un élément statistique qu'un élément de renvoi des personnes sur leur territoire. Donc là, il y aura effectivement un point que devra éclaircir Gérald Darmanin. Alors, on cesse de verser des allocations à des gens qui sont sous le coup d'OQTF, voire qui ont été expulsés.
Il avait posé aussi. Et on n'est pas capable de le vérifier, ce que vous nous dites. Non, parce que l'administration le refuse. Nathalie Goulet, la sénatrice que vous connaissez, justement, s'est attaquée à ces questions-là. On ne sait même pas, il a fallu, pour la première fois cette année, on propose enfin de dire que si des allocations soient versées, qu'elles le soient sur des comptes bancaires français. Bon. Je reprends la main parce que je voudrais qu'on écoute, pardon de vous interrompre, la Première ministre qui était à l'Assemblée en cette fin d'après-midi, qui a un peu posé le cadre finalement, et là aussi on est dans un équilibre, en tout cas affiché. Elisabeth Borne. Oui, je souhaite que le droit et nos frontières soient respectés. Oui, je souhaite des éloignements rapides et efficaces des personnes en situation irrégulière. Mais non, on ne peut pas prétendre que les choses soient si simples, comme si nous pouvions nous affranchir de l'indispensable coopération des pays d'origine et des règles de l'état de droit. De l'autre côté, certains appellent à des opérations de régularisation massive. Je le dis aussi clairement, il n'en est pas question. Nous ne créerons pas de tels précédents qui ne régleraient pas les difficultés des personnes concernées, qui donneraient des arguments aux passeurs et qui ne seraient ni acceptés ni acceptables par les Français. Laure Salvin, cette loi, c'est un test pour Elisabeth Borne, pour son gouvernement, sa capacité à mobiliser tout parti des députés et des parlementaires LR. Mais la question, si je rejoins ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est les parlementaires LR vont-ils suivre leurs propres sympathisants ? Effectivement, mais je crois que Elisabeth Borne, elle essaie de composer avec cette Assemblée déjà depuis plusieurs mois, et on voit effectivement à quel point c'est difficile, et aussi à quel point dans l'opinion c'est perçu de façon pas très positive, parce que ce qu'attendaient les Français dans cette nouvelle Assemblée, c'est justement beaucoup plus de compromis, de discussions, d'échanges, etc. Et c'est plutôt il faut être à minima 2 pour arriver à un compromis, quoi. Tout à fait. Donc, 3, je ne sais pas quelle est la responsable, qui sont les responsables. Tout à fait, mais les responsables sont certainement partagé. Mais donc, cette loi, effectivement, en tout cas, là, telle qu'elle est lancée, c'est un peu un coup d'essai. Ils disent, voilà, il n'y aura pas de vote aujourd'hui, il n'y aura pas de vote tout de suite, on va voir comment réagit l'opinion. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est sur du en même temps qui ne convainc pas forcément l'opinion aujourd'hui sur ce sujet-là. Je crois que l'opinion, elle a justement une vision très claire des choses. Elle est justement, on le disait, focalisée sur le pouvoir d'achat. C'est quelque chose qui la préoccupe beaucoup. C'est une opinion française aussi qui a souffert ces dernières années par un certain nombre de crises. La France n'est pas la seule, effectivement, mais enfin bon, elle a été traumatisée par un certain nombre d'événements. Et donc, la question se pose de savoir, et c'est un peu la question numéro 1 des Français, c'est est-ce qu'on est encore capable d'accueillir dans de bonnes conditions toutes les personnes qui le demandent. Et ça, on a vraiment du mal, en tout cas quand on les écoute, les Français, on a du mal à avoir ce débat, encore une fois, de façon sereine, puisque on est tout de suite, contrebalancé par effectivement cet élan un peu émotionnel de solidarité, évidemment, de pays, de droits de l'homme, etc. Voilà, c'est un sujet compliqué et justement, je parle d'émotions très très émotionnelles et qui est complexe aussi pour les Français à appréhender. Alors, il y a une voix que je trouve intéressante à entendre dans un débat sur l'immigration, c'est celle de Benoît Hamon, l'ancien candidat à la présidentielle, qui est devenu directeur général d'une ONG internationale qui s'appelle Singa, qui travaille justement à l'intégration des réfugiés et des immigrés dans le monde du travail. Il était sur France Info ce matin, Benoît Hamon, écoutez. Tous les pays qui ont décidé de fermer leurs frontières aux migrations n'ont pas empêché les migrations de changer d'échelle. C'est valable pour la France, c'est valable pour le continent européen. Donc construire une loi avec l'objectif de renvoyer le maximum de gens ou de faire entrer le minimum de gens est à nos yeux un non-sens. Alors, est-ce que c'est un non-sens ? Je vais vous entendre les uns et les autres. Pablo Pio-Vivien, est-ce que vous êtes d'accord avec Benoît Hamon ? Oui, moi je suis totalement d'accord avec Benoît Hamon et il dit que ça s'applique au continent européen, mais pas uniquement. Quand vous regardez la courbe des entrées illégales sur le territoire états-unien, globalement, elle subit des variations, mais ces variations sont justifiées par ce qui se passe dans les pays d'origine, notamment les pays latino-américains. Si vous avez des grands chamboulements dans ces pays, alors vous avez beaucoup de gens qui vont vouloir aller aux États-Unis et ça ne change pas, en vrai, véritablement, les politiques qui sont menées à la frontière américano-mexicaine. Donc vous dites que ça ne dépend pas des pays d'accueil et de la politique des pays d'accueil, ça dépend de la situation économique des pays d'origine. Quand vous mettez un mur ou quand vous mettez des snipers, etc., qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez générer de la souffrance, voire des morts sur cette frontière. Mais globalement, les gens vont quand même traverser s'ils ont envie de traverser. Regardez-nous en Europe. Vous ne croyez pas à la théorie de l'appel d'air, parce que c'est une vraie théorie en la matière. Quand un État annonce une politique plus
moins restrictive en matière d'immigration, il y a un appel d'air. C'est une théorie, elle est aussi vraie et aussi justifiée que celle du grand remplacement. Regardez ce qui nous sépare en fait du continent africain, c'est la mer Méditerranée. C'est-à-dire que vous n'avez pas de mur plus efficace que genre une mer de cette taille-là. Pour autant, et malgré la souffrance et les morts en fait que ça génère, les gens, les Africains, tentent le passage au prix, et parfois ils payent au prix de leur vie ou de leurs enfants. Donc ça veut dire que on ne peut pas arrêter, et moi je ne suis pas d'accord avec ce que dit Jean-Sébastien, la question de la frontière, aujourd'hui, il faut l'envisager de façon poreuse. Certes, on doit avoir une souveraineté à l'intérieur de ces frontières, et il faut réfléchir à comment est-ce qu'elle s'exerce, qu'est-ce qui fait l'unité d'une société, etc. En revanche, vouloir mettre des murs et empêcher les gens de se déplacer sur un territoire qui est aussi grand que la Terre, je pense que vraiment c'est un vœu pieux. Alors, donc vous dites régularisation massive. Mais bien sûr, non mais il faut trouver les moyens de les intégrer, pas forcément leur donner la nationalité française, mais au moins de leur permettre de résider sur le territoire français, parce que de toute façon, on les renvoie et ils reviennent. Ça passe notamment par le travail, on y revient. Jean-Sébastien Ferjou. Non, mais c'est faux. Quand on regarde aux États-Unis, Donald Trump n'a pas construit son mur, ou il en a construit une partie minime. Et pour autant, la présence de l'armée. Les flux migratoires se sont beaucoup réduits, au point d'ailleurs que certains Sud-Américains ont commencé à venir vers l'Europe parce qu'ils pouvaient bénéficier pour certains de passeports espagnols. Quand Joe Biden est arrivé, la même politique migratoire, la même est exactement en vigueur. C'est-à-dire on continue à séparer les mineurs de leurs parents, etc. D'ailleurs, ce qui se faisait déjà du temps de Barack Obama aussi, personne ne s'en émouvait à l'époque. Les flux migratoires ont remonté en flèche. C'est le signal qui est envoyé. On l'a vu avec l'Australie, un exemple peut-être moins connu, l'Équateur. L'Équateur était dirigé par un président proche justement de l'idéologie chère à Jean-Luc Mélenchon. Que s'est-il passé en Équateur ? Dans la constitution équatorienne, on a inscrit le fait que tous les étrangers, les Colombiens, les Vénézuéliens notamment, qui fuyaient leur pays en masse pour différentes raisons, avaient vocation à être traités comme les Équatoriens. Sauf qu'au bout de 3 ans, ça a explosé et que les Équatoriens ont dit ça n'est pas possible. Et pourtant, il y a une continuité culturelle qui existe entre le Venezuela, la Colombie et l'Équateur. Donc ça n'existe pas. L'Australie, je vous le disais, même chose, l'Australie a envoyé un signal très net et les migrations ont beaucoup baissé. Ça n'arrive jamais à zéro. Quant à l'idée que les gens arrivent par la Méditerranée, mais c'est une vue de l'esprit. La première porte d'entrée en France, c'est Roissy, c'est pas compliqué. C'est par les aéroports qu'arrivent les étrangers, parce que bien souvent, ils arrivent sur des visas qu'ensuite ils outrepassent, ou alors avec des papiers falsifiés. Le sujet, de toute façon, c'est pas celui de la frontière en soi, c'est celui du signal qui est envoyé. Vous voyez bien que la Chine, l'Iran... souffrance. Mais pas un signal de souffrance. Vous allez la souffrir Chine, si vous arrivez en France. où est-ce qu'il y a eu le plus de croissance économique sur les 30 dernières années ? En Asie du Sud-Est. Est-ce que vous voyez des migrants qui sont partis en masse s'installer en Chine ? Non. Pourquoi ? Parce que le modèle chinois ne leur fait pas envie. Ce qui attire, et cela dit, c'est bien pour une Europe qui doute beaucoup d'elle-même, c'est notre modèle. Mais on voit bien que ça ne peut pas. Les flux migratoires sont forcément calqués sur l'attractivité, sur le signal qui est envoyé. Le Danemark a envoyé des signaux extrêmement clairs qui ne voulaient plus de migrants. Et ça a beaucoup réduit les flux vers le Danemark. Un dernier mot, Guillaume. La limite d'une vision, disons, généreuse de la politique d'immigration, c'est qu'aujourd'hui... Mais ça n'est pas généreux, c'est abusif de dire ça. Cette vision vivre sous un pont à Paris l'hiver, ça n'est pas une vision généreuse. C'est qu'aujourd'hui, la gestion qui devrait se faire des frontières au niveau européen ne se fait pas. Ou qu'en tout cas, les pays qui ont en charge cette gestion des frontières extérieures... Oui, mais les logiques européennes il faut réfléchir, ne sont pas capables de l'assumer parce qu'on ne les aide pas non plus. Mais ça veut dire quoi, gérer une frontière ? Ça veut dire quoi ? Donner de l'argent en fait à Erdogan pour qu'il fasse des camps d'immigrés sur les territoires turcs ? Moi, je suis désolé, mais c'est pas ce que je souhaite en fait pour l'Europe. Je n'ai pas envie qu'on mène ce type de politique. J'ai pas envie non plus qu'on demande aux Bulgares ou aux Roumains en fait de construire ce type de camp. Mais Pablo, est-ce que vous irez chercher dans ce cas-là des migrants africains que les Sud-Africains rejettent ? Parce que des mouvements anti-migrants est beaucoup plus dur que tout ce qu'on peut connaître en Europe. Il y en a en Afrique, il y en a à Soweto notamment qui se sont créés. Est-ce que vous irez chercher les gens en question parce que vous voyez bien qu'à un moment, on a il y a la question de la limite. entendu vos arguments à l'un à l'autre. Je voudrais que Laure Savelin peut-être conclue sur ce thème. Ensuite, on va parler retraite. Est-ce que, l'argument de la régularisation massive, est-ce que c'est audible par l'opinion ? Alors, c'est une question trop générale, ou par une partie suffisamment large de l'opinion française ? L'opinion est plutôt opposée à toute régularisation massive. Et même de façon assez forte, il souhaite beaucoup plus de contrôle et de dureté, dans un durcissement des règles dans ce domaine-là. Mais juste, moi, je voudrais revenir sur justement la régularisation pour notamment les travailleurs étrangers, etc. Le risque aussi, et ça l'opinion le voit bien, c'est que ce soit un moyen pour les chefs d'entreprise, pour les restaurateurs,
restaurateurs, etc., de baisser les niveaux de salaire, alors même qu'il y a quand même un vrai sujet sur ces métiers en tension. Aujourd'hui, les ouvriers agricoles ou les serveurs. Regardez, l'Angleterre continue à attirer parce que effectivement, les gens sont sous-payés, le droit du travail n'est pas respecté. Aujourd'hui, c'est aussi un moyen, quand la personne que vous employez est sans papier, d'en profiter encore Thomas, plus. C'est la même chose avec le droit d'asile. Le droit d'asile est une réalité et évidemment que c'est l'honneur des démocraties de respecter le droit d'asile. Par ailleurs, c'est devenu une filière de migration dont on détourne l'esprit. Voilà, c'est la même chose. Très majoritairement, les Français considèrent effectivement que le fait de régulariser sur cette thématique-là de l'emploi et notamment de l'emploi en tension, c'est un moyen pour les entreprises et pour les restaurateurs notamment de baisser les salaires. Voilà, c'est ce que l'opinion pense. C'est intéressant à avoir en tête. Merci de cette précision. Le deuxième thème de notre débat, les retraites. Guillaume Daré, vous allez poser les enjeux. Pourquoi Emmanuel Macron est-il aussi attaché à cette réforme des retraites? Parce que Thomas, je parle sous votre contrôle, dans l'imaginaire politique collectif, s'attaquer aux retraites, c'est ce qui vous permet d'accrocher le badge de réformateur quand on est président. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire, tous les présidents ont fait leur réforme des retraites, sauf Emmanuel Macron, et il est bien décidé à ne pas le rester. D'autant plus qu'on sait que depuis le début de ce second mandat, il y a un sentiment un peu de tâtonnement, on ne sait pas vraiment où il veut aller, et donc il n'est pas question pour lui d'apparaître comme un président de la 4e qui serait là que pour inaugurer les chrysanthèmes. Il veut la faire aussi, parce que rappelez-vous, il a déjà renoncé à une réforme des retraites. Au début de son premier mandat, il y avait cette réforme dite par points qu'il jugeait plus juste, qui a été abandonnée parce que trop complexe, trop incompréhensible, suspendu aussi parce qu'on était au moment où toutes les réformes en cours avaient été suspendues au moment de la pandémie des retraites, de la pandémie du Covid. Lapsus intéressant. Et donc, il n'est pas question pour lui de renoncer une deuxième fois. Et puis, quand vous parlez à son entourage, il vous explique aussi que c'est une façon de répondre, en quelque sorte, aux critiques de ceux qui l'accusent de ne pas avoir réduit la dépense publique, ce qui est vrai, et que donc, apparaître comme celui qui aura rétabli ou en tout cas maintenu à l'équilibre le régime des retraites, ça lui permettra finalement de revendiquer une forme de sérieux budgétaire. Alors on le sait, c'est pas populaire. Comment compte-t-il faire adopter cette réforme? Alors là, c'est terminé. En même temps, clairement, ils assument, comme sur cette question de l'immigration, la volonté de s'appuyer sur le groupe des Républicains. Avec un ministre qui me disait la semaine dernière, ce sera quand même compliqué justement pour ces députés de droite de s'opposer à un texte qui ne sera pas loin de celui qui avait été porté par Valérie Pécresse. Et on a le sentiment, quand on échange avec plusieurs membres du gouvernement, qu'il y a davantage justement une volonté finalement de contrer la possible finalement révolte sociale plus que la révolte politique. La révolte politique, on voit à peu près qui va voter contre, qui va voter pour cette réforme. En revanche, la vraie crainte des parlementaires et des ministres, c'est qu'il y ait une forme d'incendie social qui prennent au début de l'année prochaine, y compris avec peut-être d'éventuelles coupures d'électricité dans certaines villes françaises. C'est ce que me disait ce midi un parlementaire. Ce serait évidemment extrêmement compliqué à gérer. Donc l'obsession aujourd'hui des ministres, c'est d'essayer de convaincre les Français et l'opinion que la réforme que ce gouvernement porte est une réforme juste. C'était le cas par exemple d'Olivier Véran ce matin sur France 2. Écoutez-le. Tout le monde n'aura pas à travailler jusqu'à 65 ans. Il y aura si vous commencez à travailler tôt, aujourd'hui vous partez plus tôt, demain ce sera pareil. On fait extrêmement attention aux gens qui ont des bas revenus, on fait attention aux femmes, aux carrières hachées, et on veut une juste répartition de l'effort. Alors vous nous l'avez dit, chaque président a eu sa réforme des retraites. On peut avoir un peu de mal à comprendre pourquoi ça revient comme ça régulièrement sur le tapis, la question d'une réforme des retraites. C'est vrai que l'idéal, ce serait de la régler une bonne fois pour toutes. Mais c'est compliqué parce qu'évidemment, par définition, la situation économique, Thomas, elle évolue. Et donc, l'équilibre du système des retraites également. Et donc, il faut en permanence souvent le réajuster. Et puis, c'est compliqué parce que ce n'est pas qu'une question économique. C'est aussi une question éminemment politique. Et finalement, le choix de repousser l'âge de départ à la retraite ou au contraire de le maintenir, voire de le réduire et donc de laisser davantage de temps finalement à une retraite, à un moment où on pourrait profiter de ses proches, c'est un choix de société et puis ça peut être remis en cause finalement à chaque fois que la majorité politique change dans notre pays. Ouais. Alors on va commencer par revenir vers Laure Sablin sur l'opinion, parce qu'effectivement ça fait plusieurs mois, on le rappelle, Emmanuel Macron a été réélu, peut-être que la seule proposition que l'opinion a retenue de sa campagne, c'est de passer l'âge de la retraite à 65 ans. Bref, ensuite, il n'obtient pas la majorité à l'Assemblée. On ne va pas refaire toute l'histoire. Mais il y a quoi? Il y a une constante de l'opinion dans son opposition à un prolongement de l'âge de la retraite?
Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même un peu moins crispé qu'il y a un an. Il y a un an, dans l'opinion, quand on parlait de potentielle réforme des retraites avant l'élection présidentielle, l'opinion bondissait en disant mais attendez, c'est vraiment pas le moment, c'est pas du tout la priorité, on n'est pas du tout sur ces sujets-là. Donc là, pour le coup, il y avait un vrai risque de soulèvement de la population extrêmement fort. Là, je dirais que c'est un peu moins le cas. Déjà parce que l'opinion, elle est un peu préparée, effectivement, par la campagne présidentielle, on en a beaucoup entendu parler. Parce qu'aussi, visiblement, Emmanuel Macron, il a décidé d'abandonner sa grande réforme des retraites, qui était cette réforme à points, qui allait vraiment bouleverser tout le système. Ce à quoi, d'ailleurs, étaient plutôt attachés aux électeurs d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ils ont aussi voté pour lui pour ça, notamment les électeurs les plus à droite et les plus âgés. Et puis aussi parce que quelque part cette réforme, et je crois que ça c'est un argument qui est plutôt positif, elle se présente comme une réforme de justice et d'équité. Et ça, les Français sont particulièrement sensibles aujourd'hui à ces sujets-là et à remettre davantage d'équité au sein de la société. Et le fait de le présenter de cette façon-là, effectivement, c'est quelque chose de positif. En revanche, un autre point qui n'est pas encore complètement clair, et vous le disiez tout à l'heure, c'est l'objectif de la réforme. Là, pour le moment, les Français sont un petit peu dans le brouillard, quoi. Pourquoi, effectivement, on réforme et quelle est l'urgence à réformer aujourd'hui? Il n'y a aucun consensus là-dessus, aucun consensus sur le fait qu'effectivement, il est absolument urgent de réformer. Et peut-être dernier point, et c'est aussi pour cela, certainement, qu'on ne voit pas encore de crispation sur ces sujets-là, c'est qu'on ne touche pas au pouvoir d'achat des Français. Encore une fois, c'est la préoccupation vraiment principale. Les Français sont tous focalisés là-dessus. Et cette réforme, a priori, ne prévoit pas, au contraire, à part sur le minimum retraite, mais en tout cas, ne prévoit pas de baisse des pensions. Et c'est là-dessus, surtout, que les Français avaient peur. On y reviendra sur la mobilisation sociale, la capacité des syndicats à mobiliser dans quelques semaines. Mais sur le fond de la réforme, Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que vous dites, voilà, elle nous est finalement imposée par la pyramide des âges, le fait que beaucoup de nos voisins européens travaillent déjà plus longtemps. Est-ce que vous comprenez finalement la philosophie ou la logique de cette réforme ? La logique de fond, le fait que oui, la démographie évolue et que ça puisse justifier qu'on travaille à un âge plus avancé, pas forcément pour ceux qui ont commencé très jeunes, mais si on raisonne en moyenne, oui, moi ça je le comprends parfaitement. Ce que je ne comprends pas, c'est tout ce que vous venez d'expliquer finalement en disant c'est juste du signal. Emmanuel Macron veut dire qu'il est réformateur, il veut accrocher ça à sa veste. Il n'y a pas de justification autre. Moi ce que je vois, c'est qu'il y a 1100 milliards de dépenses publiques chaque année dans ce pays. Que la réforme des retraites, on nous dit, ça vise à économiser 8 à 9 milliards. Alors ce ne sont pas les mêmes comptes en théorie, mais enfin on voit bien que l'État, d'ailleurs on le voit, ce qu'il est en train d'essayer de faire avec l'AGIRC et l'ARCO, de récupérer ce qui est bien géré par des partenaires sociaux pour le remettre dans le budget de l'État qui lui est mal géré. Mais faire 8 ou 9 milliards qui seront à l'arrivée 4 ou 5 milliards, parce que c'est toujours comme ça. Quand vous regardez les réformes précédentes, il y a un objectif qui est affiché, puis après, il y a la réalité. En général, entre les deux, il y a une mobilisation, la CGT ou d'autres ont obtenu que des catégories privées déjà bien protégées soient encore plus protégées. Donc ça fait moins d'économies. Mais quel est le sens d'économiser 4 ou 5 milliards quand l'État est incapable, ou la puissance publique au sens large, ça dépasse l'État d'ailleurs, c'est aussi les collectivités territoriales, etc., est incapable de montrer qu'elle fait des économies, premier point, et de deux, est incapable de montrer qu'elle se préoccupe du dernier levier sur lequel on peut jouer, à savoir le niveau d'emploi total dans le pays. Parce qu'il n'y a aucune politique économique cohérente. Il faut régler la question de l'emploi des seniors avant de s'attaquer à la réforme des retraites. Il y a la question de l'emploi des seniors, il y a la question de l'emploi tout court. Vous voyez bien que la France, structurellement, a un niveau d'emploi qui est beaucoup plus faible que dans la plupart des pays voisins. Je ne parle pas juste du niveau de chômage, je vous parle du niveau d'emploi, c'est-à-dire le nombre de gens qui, dans le pays, ont effectivement un emploi. Ça a à voir avec la manière dont on gère le contexte macroéconomique. Mais là encore, ça serait bouleverser certaines certitudes de M. Macron, puisque ça a à voir avec la politique monétaire, ça a à voir avec la manière dont l'euro est structuré. Et ça, ce sont des débats fondamentaux. Donc, à ouvrir de nouveaux fronts dans une société qui est privilégiée. Finalement, c'est comme pour le Covid. On le voit, quand l'État ne sait pas quoi faire, ce sont les Français la variable d'ajustement. Alors moi, je trouve parfaitement cohérent, comme je vous le disais, que chacun puisse être amené à faire des efforts, mais pas quand ce sont toujours les mêmes qui font des efforts et que la puissance publique en face, elle, montre qu'elle est absolument incapable d'en faire. Ouais, alors vendredi dernier, alors que Elisabeth Borne recevait les syndicats, le ministre du Travail nous a en quelque sorte annoncé le calendrier, Olivier Dussopt. Nous avons rappelé que la réforme sera présentée par le gouvernement, par les chefs du gouvernement et moi-même autour du 15 décembre, soit avant Noël, comme nous l'avons dit à l'automne, pour un examen pendant l'hiver, et une mise en œuvre
dès le début de l'été 2023 pour les premières mesures de la réforme des retraites. Et donc c'est cet échange que nous avons eu pour faire un point d'étape tout simplement sur là où nous en sommes de ce travail. J'ai l'impression qu'il annonce les futures journées de grève et de manifestation et les galères qui vont avec, puisque le gouvernement a déjà réussi avec cette annonce un exploit, recréer l'union syndicale. CFDT, CGT, FO, CFE, CGC, CFTC, UNSA, Solidaire et FSU ont publié ce communiqué que l'on peut voir, qui annonce donc une mobilisation unitaire, je les cite, si le gouvernement demeure arc-bouté sur son projet de réforme des retraites. Pablo Pio-Vivien, en ce moment, il faut toujours avoir ça en tête, il y a des élections professionnelles dans la fonction publique. Ça vote jusqu'au 8 décembre de mémoire. La CFDT espère passer devant la CGT, ce qui serait historique. Est-ce que le gouvernement peut espérer trouver un Laurent Berger un peu plus conciliant après ce scrutin, si on essaye d'analyser les postures syndicales, ou alors, au contraire, on est vers une mobilisation très forte, d'après vous? Ah non, enfin, je veux dire, Laurent Berger, il est assez clair depuis le début. Il est contre l'allongement de l'âge de départ à la retraite et contre l'allongement des annuités. Donc, je ne pense pas que ça change grand-chose de ce qui va se passer le 8 décembre. Et les rapports de force. Juste revenir sur ce que vous avez dit. Moi, je suis complètement d'accord avec les enjeux que vous avez mis en avant, Guillaume. C'est vrai que en fait, il y a deux types d'enjeux. Est-ce que c'est l'équilibre du système de retraite, où là, on a un peu l'impression que c'est un jeu où, en gros, vous avez le gouvernement et les oppositions qui disent « Mais si, le Conseil d'orientation des retraites a dit que… » Et puis les oppositions qui disent exactement le contraire, en citant aussi le Conseil d'orientation des retraites. Donc c'est quand même un peu… trouver dans exactement, on trouve tout et son contraire. Et donc, du coup, tout le monde utilise ces arguments. Donc, je crois que l'enjeu véritable n'est pas là. L'enjeu, il est, comme vous avez dit, Guillaume, c'est de réduire la dépense publique. C'est ça, comme vous l'avez dit aussi, Jean-Sébastien, c'est de réduire la dépense publique. Et là, effectivement, c'est un problème politique. Après, il y a le problème institutionnel qu'il y a derrière. Et vous citiez les syndicats, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une unité syndicale contre ce projet de réforme des retraites, mais vous avez aussi une opinion qui est contre la réforme des retraites. Or, il s'agissait, et c'est un gros problème institutionnel à mon sens, et démocratique, il s'agissait de la seule, comme vous l'avez dit, la seule mesure identifiée d'Emmanuel Macron. Donc c'est légitime, en fait, qu'il souhaite que ça aille jusqu'au bout. Puisqu'il a été élu pour ça. Exactement. Et je ne vais pas remettre en question son élection et la légitimité de son élection. Entre le premier et le deuxième tour. C'est vrai. C'est tout à fait juste, c'est tout à fait juste. Donc il y a eu il a changé de pied sur pas mal de thèmes entre le premier et le deuxième tour. Mais s'il n'arrive pas... Enfin, là, on a un problème en fait du fonctionnement de notre démocratie. C'est-à-dire que en même temps, on est là, tous les syndicats sont contre, et les syndicats, je le rappelle, sont des partenaires sociaux dans le cadre du pilotage de la sécurité sociale et aussi du coup de la question des retraites. S'ils sont tous contre, si vous avez la population qui est majoritairement contre, comment est-ce qu'on fait dans un pays comme la France pour aller jusqu'au bout, alors même que c'est pour ça qu'on a élu Emmanuel Macron? Allez, un dernier mot très rapide. C'est une logique on a un troisième thème extrêmement comptable. C'est une logique qui résonne en statique parce que c'est ce qui explique les différences dans les hypothèses du corps. C'est-à-dire que tout bouge en même temps. Vous lisiez, la démographie bouge, la croissance bouge, le nombre de gens employés dans le pays bouge. Et il y a un dernier élément qu'on oublie souvent quand même quand on fait le bilan à la fin des réformes, c'est combien ça coûte les mouvements sociaux. Parce que quand vous regardez le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il faudrait le compter sérieusement. Combien de points de PIB ça a compté à la France, les mobilisations des Gilets. Alors, il n'est pas responsable à lui seul. Ce que je veux juste vous dire, c'est que dans l'arbitrage, quand vous si faites on tient compte que de ça, c'est l'immobilisme absolu. C'est-à-dire qu'on ne fera plus jamais une réforme qui risque sauf à ce que je vous disais, ou une partie de l'opinion. Oui, mais il faut quand même prendre en compte le fait que ça a coûté très cher à la France. Il y a beaucoup de commerces qui ont fermé, beaucoup de restaurateurs qui ont fermé. Et là, vous avez vu comme moi que les faillites de commerce sont en train d'exploser, notamment à cause. On peut aussi regarder tous les conflits sociaux pour apporter les manifestations et les grèves. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Je pense que c'est pas mal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de conflits sociaux. Que comptable. Ça n'est pas ce que. Mais précisément, c'est ce que je vous dis. Il ne faut pas être que comptable. Il faut embarquer les gens dans la réforme. Embarquer les gens dans la réforme, c'est montrer qu'on est capable de faire des efforts. Il nous reste un peu moins de 10 minutes et je voudrais qu'on garde du temps, même moins de ça, 8, pour ce dernier thème dans notre débat, le dossier des cabinets de conseil. Le gouvernement affirme avoir tenu compte des recommandations du Sénat. Écoutez, le ministre de la Transformation et de la fonction publique, Stanislas Guerini, il le rappelait sur notre antenne le 18 octobre. J'ai envie, je crois, comme les sénatrices et les sénateurs qui ont travaillé dans cette commission d'enquête, de renforcer l'État. Et renforcer l'État, c'est pas dire qu'il n'a pas le droit de recourir à des prestations de conseil. Je pense que ça serait une mauvaise position et une vue un peu populiste que de dire ça. C'est parfois nécessaire. Mais renforcer l'État, oui, c'est renforcer le cadre de contrôle, de recours à ces organismes, à ces cabinets de conseil. En l'occurrence, on a renforcé l'accord cadre qui permet au gouvernement d'encadrer justement, et ça nous l'avons fait dès le mois de juillet.
On a pris des engagements pour publier l'ensemble des commandes de l'État. Nous allons les mettre dans un document budgétaire. Donc je peux vous dire que je déposerai un amendement dans le projet de loi de finances pour que ça soit un document pérenne, qui chaque année soit une annexe du débat budgétaire. Ça donnera toute la transparence sur les commandes. Voilà, pour l'engagement du gouvernement et du ministre. J'appelle Quentin Calmet à nous rejoindre, qui est notre spécialiste cabinet de conseil à la rédaction de Public Sénat, pour signer un documentaire sur ce thème à la suite des travaux des sénateurs. Ce qu'on vient d'entendre, ça ne suffit pas, très clairement. Dernier épisode en date, c'est cette nuit pendant l'examen du budget. Voilà, exactement. Et les sénateurs n'ont pas l'intention de lâcher l'affaire, effectivement, dans ce dossier. C'était vers 1h du matin, la nuit dernière, quand ils ont adopté un amendement au projet de loi de finances. L'idée pour eux est de forcer la main au gouvernement pour plus de transparence. L'exécutif devra publier l'ensemble des prestations de conseil privé dans un rapport indexé au projet de loi de finances, et ce, chaque année. Jusqu'à présent, le gouvernement, vous venez de l'entendre, il voulait bien faire la transparence sur une partie des recours, mais pas la totale transparence. L'idée pour les sénateurs, c'est bien de lutter contre l'opacité de ce recours aux entreprises privées par l'administration et les ministères. C'était d'ailleurs l'une des recommandations lorsqu'ils avaient rendu leur rapport après, effectivement, leurs 4 mois d'enquête l'hiver dernier. Écoutez donc en séance la nuit dernière Éliane Assassi, qui était la rapporteure de cette commission d'enquête. Elle fait référence aussi au communiqué du parquet national financier qui, pour rappel, a annoncé il y a 10 jours que ce sont au total 3 enquêtes qui sont en cours à propos des cabinets de conseil. Écoutez la suite. L'affaire McKinsey et l'ouverture des enquêtes du parquet national financier démontrent que la transparence des cabinets de conseil n'est pas une option, c'est une nécessité. Alors certes, le gouvernement a publié un premier jaune en octobre dernier. Ce document est toutefois très insatisfaisant car il ne contient aucune liste de prestations. Qui aujourd'hui pourrait me dire quel cabinet de conseil travaille pour l'État, pour quelle mission et pour quel montant? La réponse est simple, personne, et c'est un problème. Voilà, le gouvernement qui ne veut pas de cette transparence totale. C'était encore le cas hier. Cet amendement a été voté contre l'avis du gouvernement parce que le gouvernement estime avoir déjà fait un pas en publiant ce fameux jaune budgétaire, ce document financier. Mais ce document, on le rappelle, il n'est pas assez complet selon les sénateurs qui ont donc adopté cette nuit leur propre amendement. L'affaire des cabinets de conseil, un caillou dans la chaussure du gouvernement, en particulier quand il met un pas au Sénat. Merci Quentin. On peut aussi dire un sparadrap pour Emmanuel Macron, puisque le parquet national financier a ouvert, je vous le rappelle, deux enquêtes sur le financement des campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron. Peut-être avec vous, Laure Salvin, pour commencer. Est-ce que vous commencez, vous, dans les enquêtes d'opinion, à voir un effet de ce dossier, on va dire, McKinsey ou cabinet de conseil, sur la popularité du président de la République ? Ce qui est sûr, c'est que pendant un moment, effectivement, c'était pas un sujet de préoccupation de l'opinion. On se souvient pendant la campagne, effectivement. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait balayé d'un revers de la main les interventions sur ce sujet-là. Et c'est vrai que dans les discussions des Français qu'on écoute, ça faisait pas du tout partie des sujets prioritaires. Mais ça entretient quand même, malgré tout, une musique de fond et ça entretient aussi la défiance des Français à l'égard des politiques, à l'égard des élites, etc. Et un peu de ce monde à part qui, finalement, copine. Alors moi, je me souviens, quand j'étais étudiante, un film Pas vu, pas pris qui m'avait beaucoup marqué. Non, mais c'est vrai, sur la collusion des médias avec les hommes politiques. Et ben là, c'est un petit peu dans la même veine. Pierre Carl, voilà, c'était en tout cas la grande révélation pour nous étudiants à cette époque-là. Et là, aujourd'hui, c'est pareil, ça entretient globalement ce sentiment, effectivement, qu'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas forcément de grande honnêteté. Et puis, on le voit dans la cote de confiance d'Emmanuel Macron, là, qu'on vient de sortir la semaine dernière. Effectivement, il baisse de 3 points, alors qu'il était plutôt stable jusqu'à présent. Là, il enregistre une baisse. Je pense quand même, malgré tout, qu'il y a un petit effet aujourd'hui en disant, quand même, ça commence à faire beaucoup. Pablo Pio-Vivien, je fais appel à vos souvenirs, parce que vous avez travaillé pour un cabinet de conseil. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? Non, mais moi, j'en retiens que des bonnes choses. Mais j'ai vu, en fait, à quel point on avait le pouvoir, en fait, d'influence d'un cabinet de conseil est important. Après, il faut quand même dissocier 2 types de missions, en fait, que remplissent ces cabinets de conseil en stratégie. La première mission, et là, c'est un peu compliqué de leur jeter véritablement la pierre. C'est, par exemple, je sais pas, vous avez pour gérer vos systèmes informatiques, eh bien, il n'y a pas les compétences dans le ministère. Et vous utilisez
utiliser Ça, c'est toujours l'argument que donne le gouvernement depuis le début de cette affaire. Mais cet argument, on peut l'entendre. C'est un gros paquet. Bien sûr. Mais par contre, c'est vrai qu'on pourrait internaliser ce type de compétences et former des fonctionnaires pour gérer les services informatiques. Mais moi, ce qui me pose plus problème, c'est quand vous posez la question, par exemple, qu'est-ce qu'on fait de la Poste ? Vous posez ça comme question à un cabinet de conseil, et là, il vous pond un PowerPoint de à peu près de 250 slides, et puis il vous dit, voilà, nous, on a comme idée, la Poste, ça peut faire ça, ça peut faire ça. Il fait un audit, il va voir dans toutes les branches de la Poste, la banque postale, les facteurs, etc. Le seul problème... Il faut réduire le nombre de bureaux de poste. Exactement, parce que c'est ça le problème. Le problème, Donc, il y a une vision politique derrière. Le problème, c'est la grille de lecture qui est utilisée. Ces cabinets de stratégie, ils ont été faits non pas pour aider les États à la base, mais ils travaillent le plus souvent avec des entreprises. Et donc, du coup, ils ont une grille de lecture. Bon, moi, j'appelle ça capitaliste. Eux, ils appellent ça genre managérial. Je sais pas quoi. C'est pas un gros mot, mais mais le problème, c'est que l'État et les services publics, on peut pas les gérer comme des entreprises. Je prends juste un tout petit exemple. Très vite. C'est très vite. Vous prenez les facteurs. Voilà, on reste dans la Poste. Vous prenez un facteur. Un facteur, en gros, vous pouvez le juger, vous pouvez le mettre dans un tableau Excel et dire, tel facteur, à tel bureau de poste, il a distribué tant de lettres par jour. Il distribue tant de lettres par jour. Ça, c'est la façon dont un cabinet de conseil va vous dire si un facteur est utile ou pas. Le seul problème, c'est qu'un facteur, il fait pas que ça. Et normalement, lorsque vous avez la vocation du service public, comme on disait avant, et quand vous savez ce que c'est qu'un fonctionnaire, en fait, il est aussi là pour aller parler aux gens, pour aller parler aux petits vieux qui sont isolés, etc. Et tout ça, le cabinet de conseil, il pourra pas le rentrer dans son tableau Excel. Et donc, celui qui livrera que 100 lettres au lieu de 200, il dira, celui-là, on peut fermer le bureau de poste. Et ça va pas. Allez, Jean-Sébastien, un mot rapide. Le débat est censé être terminé. Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette affaire. Moi, je disparaderai d'Emmanuel Macron. Il y a cet aspect-là. Et puis, il y a effectivement la place de ces cabinets de conseil pour aider la fonction publique et peut-être l'image des fonctionnaires dans l'esprit des ministres ou des gouvernements. Ça, c'est intéressant aussi. Oui, parce que ça rentre à un moment où la puissance publique, est perçue comme en perdition. Oui. Justement, parce qu'en soi, avoir recours à des cabinets de conseil, pourquoi pas, c'est pas le point. Le point, c'est le contrôle. Effectivement, on l'a vu et le rapport du Sénat l'avait montré. Certains travaux livrés par les cabinets de conseil étaient absolument inintéressants et on payait quand même, et peut-être même personne ne les avait-il lus. Et ça ne posait pas de problème. Il y a la transparence, mais de manière générale, la transparence sur la dépense publique, que ce soit des commandes faites au cabinet de conseil ou non. Et puis, il y a l'organisation de l'État, parce que pourquoi est-ce qu'on fait recours à des cabinets de conseil ? Vous parliez de l'informatique, mais regardez tous les grands projets informatiques dans lesquels se lance l'État aboutissent à des catastrophes. Les logiciels de paiement au ministère de la Défense, au ministère... Quand le ministère de l'Intérieur commande un logiciel pour essayer de faire travailler ensemble toutes ces bases, ça n'aboutit pas. Et non seulement ça n'aboutit pas, mais les cabinets de conseil, ou les développeurs extérieurs en question, jettent l'éponge et l'État n'a même pas pensé dans ses contrats à négocier une clause qui fait que ce ne soit pas payé si le travail final n'est pas livré. Donc il y a une vraie réflexion à avoir sur l'organisation de l'État en soi, et encore plus quand on le voit aujourd'hui, tout est en train de péter de partout. Mais ce sera le dernier mot. Pourquoi pas, après tout. Non, mais on a bien compris ce que vous vouliez dire. On a fait plein de débats sur la fonction publique et sur les différents services publics, donc je ne peux qu'abonder dans votre sens. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.